Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. Il s'en passe encore des choses en Sarthe, vous allez le voir sur les prochains plateaux. On va parler d'un sujet classique, vu d'une façon pas si classique par la compagnie Les Assoiffés d'Azur. C'est Roméo Juliette et c'est à l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe en ouverture de saison. Vous l'avez peut-être croisé à Faites Lire à la librairie Bulle ou sur les antennes nationales. La meuf en paillettes est avec nous sur le plateau. Laure Barrière nous présentera son ouvrage. Et puis les concerts du Mans reprennent avec Dominique Fanal qui viendra nous présenter celui de ce week-end avec Adoramus pour écouter de la musique classique et sans chanter. Ça sera au Mans aussi ce week-end. Un plateau autour de l'architecture et de l'environnement et de l'urbanisme pour revoir notre patrimoine culturel en levant les yeux et regardant un peu ce qui se passe autour de nous. Ce sera avec le CAUE et des lauréats du prix Aperçu de la Sarthe 2025. Puis on reprendra le chemin des salles avec la saison de l'éolienne avec des spectacles, plus de 20 spectacles qui nous sont proposés. À Torcy-en-Vallée, un après-midi lyrique avec les festins lyriques. Et puis pour finir, on parlera de la programmation d'Ivry-l'Évêque. Bref, vous avez compris, vous ne pourrez pas vous dérober. Il y aura forcément quelque chose qui vous plaira. On en parle tout de suite avec nos invités dans Culturel. Alors, je vais présenter les invités autour du plateau. Laure Barrière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, illustratrice, vous allez nous en parler dans un instant. Dominique Fanal, bonsoir. Bonsoir. Chef d'orchestre, vous allez nous proposer de nouveau des concerts au Mans. On en parlera aussi dans un instant. Mais avant, je me tourne non pas vers Roméo et Juliette, mais vers deux collaborateurs des Assoiffés d'Azur. Charles Pateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes metteur en scène et Camille Gélin, bonsoir. Bonsoir. Collaboratrice et comédienne. Alors, ce 14 octobre prochain, à 20h30, à Sablé-sur-Sarthe, à la salle Joël Lotel, la belle salle qui a été refaite, on va pouvoir voir le spectacle Roméo-Juliette. Alors, c'est un thème classique, une histoire classique. L'ouverture à Sablé de ce lieu qu'on aime beaucoup dans Culturel et que j'invite tous ceux qui sont sabléens, mais même au-delà, à venir découvrir. Et puis, votre compagnie qui est sartoise. Tout à fait, ouais. Les Assoiffés d'Azur, on est implanté à Clermont-Créant, précisément, tout près de la Flèche. On existe depuis 7 ans maintenant. Et en fait, cette compagnie, cette troupe s'est formée autour d'un festival de théâtre qui a lieu à Clermont-Créant tous les étés. Et en dehors de ce festival, on a créé des spectacles, et notamment Roméo et Juliette, qui est notre deuxième création. Alors, vous avez un lien particulier avec l'Entracte puisque vous avez effectué des résidences et vous travaillez vos spectacles en collaboration avec l'Entracte. Oui, ils ont été coproducteurs sur ce spectacle. Ils nous ont soutenus en résidence, en accueil en résidence. On a été une semaine à Souvigné. On a été accueillis par la mairie de Souvigné dans une salle des fêtes parce que c'est une mission de cette scène conventionnée qui est en art et création et en territoire. Yannick Javaudin aussi à l'époque, l'ancien directeur, nous avait accueillis pour le Misanthrope, qui était notre première création. C'est pas les seuls. On a aussi le Carrois à la Flèche qui nous soutient depuis de nombreuses années maintenant. Voilà. Alors c'est important, je le dis parce que les téléspectateurs se rendent pas forcément compte, mais c'est important que les compagnies comme ça travaillent de concert avec les scènes conventionnées. Ça les aide d'un point de vue logistique, financier et même de communication. Alors Roméo et Juliette, je me tourne vers Camille. Comment on appréhende ce sujet de se dire, est-ce qu'on se dit ah super ou on se dit ah encore? Nous on se dit direct oh super. Enfin je pense que voilà cette envie elle est née d'une longue discussion entre nous pour savoir quel serait le prochain projet de création de la compagnie. Voilà, on souhaitait continuer dans cette lignée de réappropriation des pièces du répertoire qui nous ont marqué nos imaginaires. Et là, Shakespeare, c'était une évidence pour cette langue poétique et cosmique voilà, qui nous offre. Et cette histoire qui parle d'héritage
mélange d'anciens mondes, de nouveaux mondes, de politique à petite et à grande échelle, d'amour. Ça semblait rencontrer pas mal de nos préoccupations. Oui, alors pour rappel, pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes, Roméo et Juliette, ce n'est pas qu'une comédie musicale ou un film, c'est évidemment une pièce de Shakespeare. Alors c'est une histoire d'amour compliquée et finalement, les sujets qu'elle aborde sont très contemporains et peuvent évidemment résonner aujourd'hui. Et je pense que c'est ça dont vous êtes aussi emparé. Bien sûr, oui, ça a été vraiment l'envie de départ de s'approprier cette pièce pour raconter ce qu'elle peut encore aujourd'hui nous poser en question sur les guerres qui se passent encore aujourd'hui, sur le mariage forcé, parce qu'il y a un mariage forcé dans cette histoire. On en oublie en fait, vu qu'on se dit que c'est Roméo et Juliette, c'est une histoire d'amour, oui, ils se tuent à la fin, donc c'est tragique, mais en dehors de tout ça, il se passe plein de choses. Et en fait, on parle aussi de Vérone, qui est une ville malade, où la violence est omniprésente, où les familles se détestent, et comment ces jeunes-là vont vouloir, parce qu'il n'y a pas que Roméo et Juliette, il y a aussi Benvolio, Mercutio, Tybalt, Paris, comment ces jeunes-là veulent un peu rentrer en confrontation avec les adultes et parler d'amour et croire en l'amour comme une force politique, comme un moyen de pacification, pourquoi pas. Ça serait une belle proposition, en tout cas en résonance avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Bah oui. Justement, cette esthétique aussi contemporaine, on la retrouve sur scène. Vous transposez, ou en tout cas vous évoquez l'histoire de Shakespeare, mais aussi aujourd'hui, avec des formes qui sont évidemment d'aujourd'hui, puisque c'est une création que vous avez fait en 2025. C'est ça, contemporaine et vivante et vibrante, c'est ce qu'on aime se dire en tout cas, que comment ça résonne encore en nous, et on est des jeunes artistes, donc forcément on a envie de parler de ça de manière 21e siècle, quoi. Oui, on aime à se dire, et comme on se l'était dit avec Molière et notre misanthrope, on va essayer de se dire que Shakespeare a écrit cette pièce pour nous aujourd'hui. En fait, il l'a écrite pour ses contemporains, mais nous, on va la jouer pour nos contemporains et faire en sorte que la langue qu'on transmet, les émotions qu'on transmet, elles soient vivantes et actuelles. Et même esthétiquement, parce que je vois une photo derrière vous du spectacle, esthétiquement, j'ai travaillé avec une scénographe, un costumier, un créateur costume et une chorégraphe aussi, et aussi un créateur musical, et tout ça a participé à l'envie et l'idée de parler de Roméo et Juliette, mais de manière très contemporaine et très, très vivante. Ça épouse quand même l'histoire exacte, c'est-à-dire qu'on ne va pas spoiler, mais à la fin, il meurt. Ah oui, on retrouve l'histoire tragique, bien sûr, avec quelques agencements, quelques réécritures aussi, parce Camille a écrit un chœur. J'ai voulu m'inspirer en fait des chœurs antiques, chez Sophocle, chez Échille, voilà, et en fait de comment ce chœur raconte aussi l'histoire, comment il est passeur de l'histoire. Comment nous, jeunes artistes, jeunes troupes, on a envie de raconter encore cette histoire. Et donc, il a un lien privilégié, ce chœur, et il y a aussi un coryphée qui est le chef du chœur. Comment on raconte aussi encore aujourd'hui aux gens cette histoire. Alors justement, j'aime bien le dire, parce que c'est vrai que les téléspectateurs ne savent pas forcément comment choisir les spectacles qu'aller voir et à quel âge. Alors, Roméo et Juliette, on sait que dès l'adolescence, on peut s'intéresser à cette histoire, qu'elle reste accessible. Vous diriez que ce spectacle, il s'adresse à qui ? Au tout public, parce que c'est ça, on l'a voulu populaire et accessible, comme vous disiez. On le conseille à partir de 12 ans. Oui, c'est ça. Et ce qu'on aime à dire aussi aux jeunes qu'on rencontre, là, on a eu une bonne douzaine de dates l'année dernière, donc on a rencontré pas mal de classes, des séances scolaires notamment, c'est que Roméo et Juliette ont 14-15 ans dans la pièce, donc en fait ça parle de cette jeunesse-là, ça parle de la sève un peu adolescente, de cet amour adolescent qui est urgent et qui est qu'on ressent à cet âge-là. Et puis qui peuvent leur donner une autre ouverture, pourquoi pas leur donner envie de relire des textes ou d'aller voir des pièces plus classiques.
Enfin voilà, c'est aussi l'intention, évidemment, à partir du moment où on va avoir du spectacle vivant, on a envie d'y revenir et on a envie de s'ouvrir à tous les autres arts, comme dans le culturel, c'est ce qu'on essaye, on essaye de faire. Donc on vous retrouve à 20h30 le mardi 14 octobre, vous allez sur le site de l'Entracte pour prendre vos places et puis vous suivez la compagnie Les Assoiffés d'Azur, donc à Clermont-Créance, sur les réseaux on vous retrouve et puis on suivra, vous viendrez nous parler de vos prochaines créations dans le culturel. Maintenant que vous connaissez le chemin. Sans transition, quoique peut-être finalement les jeunes et les jeunes adultes pourront s'interroger sur d'où ils viennent. La meuf en paillettes, Laure Barrière. Bon, je spoil pas, mais c'est vous. Alors, en paillettes, peut-être que vous emportez des dorés, des argentés, peu importe, de toutes les couleurs. Mais là, on parle de la paillette qui permet de concevoir un enfant. Et cette histoire, c'est la vôtre. Oui, tout à fait. Donc, on parle de paillettes de sperme, pour dire le mot crûment. C'est cette presque oxymore que je trouvais amusant entre paillettes qui renvoient à quelque chose de très presque poétique et festif et le sperme qui est beaucoup plus cru. Oui, c'est l'espèce de tube, en fait. C'est vraiment le tube qui est congelé. Et donc, ça renvoie à mon histoire. Voilà, on voit un ADN la volute d'ADN sur la couverture. Puisque donc, j'ai appris à 34 ans que j'ai été conçue par un don de sperme anonyme. Et c'est un élément de mon histoire que j'ignorais totalement. Et donc, je raconte dans ce roman graphique toutes les phases par lesquelles je suis passée. Et l'arrivée de ce donneur anonyme dans ma vie, ce que ça m'a fait comprendre aussi, faire la distinction entre père non biologique, et donc qui reste mon père, et le géniteur, que je n'appelle pas père biologique, que j'appelle géniteur. Et voilà, et je raccroche ma petite histoire à quelque chose de, je pense, plus universel, qui est qu'est-ce que la parentalité, qu'est-ce qui fait un père, qu'est-ce que c'est qu'être un père, si c'est pas le sperme, justement. Ouais. Alors justement, avant de parler de la forme et de votre histoire là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on s'interroge sur ce que vous venez de dire, ce que c'est que d'être père, les rapports avec la fratrie aussi, puisqu'il y a un enfant qui est Oui. On est 3 enfants, voilà. Et on a, en fait, génétiquement, d'un point de vue biologique, génétique, on est tous demi-frères et sœurs. Mon frère aîné est le fils biologique de mes 2 parents. Moi, j'ai un donneur anonyme et mon plus jeune frère, un autre donneur anonyme. Donc, c'est vrai que c'est cette question-là de qu'est-ce que ça fait quand on reçoit l'information, évidemment, du drama un peu familial, et puis du rapport qu'on peut avoir aussi dans la fratrie, et du rapport aux autres, et de comment on peut s'interroger sur le monde qui nous entoure, finalement, et sa place en tant que femme, puisque vous l'avez appris après avoir déjà été devenue maman, après la trentaine. Donc, forcément, c'est une histoire qui peut résonner pour beaucoup de femmes qui sont dans la construction de leur foyer ou dans la réflexion sur le foyer dans lequel elles ont évolué. C'est ça, mais j'espère que ça résonnera aussi auprès des pères, puisqu'au final, je parle plus de paternité que de maternité. Pourtant, je suis une femme et la couverture est rose. Mais je démêle beaucoup plus ce qui me raccroche à mon père et ce qui me lie à ce géniteur. Et oui, effectivement, je pense que ça... Alors, la seule différence, c'est que peut-être, quand on est une femme, la maternité est un peu plus facile à prouver. C'est-à-dire que, voilà, on a des indices des fois un peu plus forts sur le fait que notre mère était notre génitrice également, contrairement au père. Donc, il y a ce rapport à la féminité. Et dans cet ouvrage, c'est pas votre travail principal. Vous n'êtes pas autrice tous les jours. Vous faites de l'illustration, de la facilitation graphique. Il y a vraiment cette espèce d'enquête, alors pas scientifique, mais on va dire ce côté reportage sur le vif qu'on sent aussi dans votre ouvrage et qui fait partie peut-être de votre écriture quotidienne. Oui, tout à fait. C'est mon premier livre en tant qu'autrice et illustratrice. Mais effectivement, le dessin utiliser le dessin pour le mettre au service de paroles, de propos, c'est effectivement mon travail le reste du temps. Sauf que le reste du temps, c'est au service de propos qui ne sont pas les miens. Donc, je fais dans des conférences. Je reviens d'une hier à Lyon sur les liens sociaux. Et voilà, je mets en image, je capte les mots et j'illustre ce que les gens peuvent dire. Et c'est vraiment
le dessin au service de parole pour donner à voir en fait ce qui peut sinon rester de la parole très orale. Alors, je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux Laure Barrière et bien sûr à vous procurer cet ouvrage qu'on trouve notamment à la librairie Bulle. Vous avez fait une signature. Est-ce que ça vous a donné envie de vous donner plus la parole en images, d'écrire d'autres livres, peut-être d'autres histoires, après avoir réalisé ce... Bon, parce que là, la thématique est très précise, mais vous pourriez raconter d'autres pans de votre vie en images, maintenant que vous avez fait le test d'être autrice-illustratrice ? Alors, je ne sais pas si je raconterai d'autres choses de ma vie. Peut-être qu'on va en avoir marre d'entendre parler de ma vie. Et puis, il y a moins de choses intéressantes. Mais oui, raconter des histoires au service de peut-être d'autres histoires très fortes, oui, ça m'intéresserait. Je pense que le tout, c'est vraiment justement de trouver une histoire forte et en tout cas la mettre en image, en dessin, la raconter. Je trouve que c'est un média génial. C'est génial de pouvoir passer par ça parce qu'on peut faire de la mise en scène. Voilà, on peut se représenter 2 fois dans une image, ce qui est plus compliqué avec le cinéma. Et c'est attachant parce que moi, je l'ai évidemment dévoré. On a envie un peu d'en savoir un peu plus sur vous. Je ne suis pas sûre que je serai la seule à vous soumettre cette idée-là de faire suivre la meuf en paillettes et parce que finalement, c'est aussi des questionnements de femmes dans l'âge adulte. Donc, il y a en effet d'où on vient et nos racines et notre famille, mais il y a plein d'autres sujets qu'on aimerait prendre avec un peu d'humour et de recul comme ça, puisque finalement, c'est très accessible et évidemment, on peut le lire à partir... pareil, les adolescents peuvent tout à fait lire le livre. Il n'y a rien de graveleux, il n'y a rien de trop compliqué. C'est vraiment sur la relation, en fait, qu'il peut y avoir avec cette notion de paternité. C'est ça. Oui, c'est de l'introspection et une réflexion sur qu'est-ce qui fait notre identité. Est-ce que c'est justement uniquement notre ADN ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ? À méditer donc la meuf en paillettes, n'hésitez pas et puis suivez Laure Barrière pour voir justement ces dessins et ces facilitations qui nous sont proposées sur les réseaux sociaux. Sans transition, sauf que tout ça finalement fait un tout puisque ce sont des émotions qui nous traversent et qu'on partage. Dominique Fanal, vous êtes chef d'orchestre et puis vous allez nous proposer un premier concert d'une série de concerts avec Adoramus et ça commence ce samedi 11 octobre avec Violon Virtuose. Alors Adoramus, je connaissais le nom mais je m'étais jamais posé la question. C'est Association pour le développement d'un orchestre en résidence de l'art, de la musique et d'une union symphonique. C'est pas une secte religieuse. Non, vous faites bien de le préciser parce que c'est vrai que dit comme ça. Mais évidemment, il y a la consonance latine de Adoramus, l'idée de plaisir et de partage. Et c'est vraiment ça, le moteur de cette programmation, c'est de partager de la musique classique avec le plus grand nombre. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une association qui est née en 2010, parce que nous avions remarqué qu'il y avait maintenant, depuis la fin du siècle dernier peut-être, beaucoup moins de choses sur la continuité, si vous voulez, sur le Mans au niveau musical. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'initiatives privées, mais il n'y avait plus de saison de concerts comme naguère, avec une série de concerts, un concert par mois d'octobre à juin, en gros. Voilà. Donc on a voulu remonter cette affaire-là, sans trop y croire au départ, parce que c'est quand même assez compliqué. Et puis finalement, je crois qu'on a pas mal... réussi notre affaire avec... il y a eu les périodes Covid, évidemment, compliquées, mais avec 5, 6, 7 concerts cette année sur la ville du Mans. Oui, voilà. Et donc, nous ouvrons la série, là, ce samedi 11 octobre, à 18h, à l'Oratoire, à la chapelle de l'Oratoire, au lycée Montesquieu. Alors, avec Evelyne Bécher aussi, vous travaillez ensemble. Voilà. On va voir quoi sur scène à la chapelle de l'Oratoire ? Violon virtuose, qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, en fait, il y a un orchestre. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup fait travailler et j'ai beaucoup fait entendre ici, ces derniers temps, notre violon solo, qui est un virtuose exceptionnel. Mais je me suis dit que ce serait bien qu'on entende un petit peu les autres aussi en soliste. Donc, il y a 6 violons de mon orchestre, dont notre violon solo, mais il y en a 6 différents qui vont jouer 4 œuvres différentes, 4 petits Vivaldi. On est resté dans les œuvres que le public aime bien entendre pour cette ouverture de saison. Donc il y aura le printemps et l'été des 4 saisons avec notre violon solo, et puis après 2 concertos, un pour 2 violons et orchestre, un pour 4 violons et orchestre, tiré d'un cycle de Vivaldi qui s'appelle l'Estro Armonico. Voilà. Et puis en deuxième partie, il y aura 2 pièces de Massenet. Alors une très très célèbre qui est la Méditation de Thaïs,
aussi pour violon et orchestre, et une pièce beaucoup moins connue, pas connue du tout, que j'ai trouvée un beau jour chez des bouquinistes au bord de la Seine, qui s'appelle Le Dernier Sommeil de la Vierge, curieusement, de Massenet aussi, qui dure 4 minutes, mais vraiment une pépite tirée d'un de ses oratorios, qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis pour finir, une des petites symphonies salzbourgeoises de Mozart qu'il a écrit tout jeune, alors qu'il était encore prisonnier de sa ville natale à Salzbourg, de l'affreux archevêque Colloredo. Voilà. Et justement, de mêler comme ça des airs qui sont très connus ou de découvrir, redécouvrir des partitions, comment ça se passe avec les instrumentistes? Est-ce qu'ils sont friands justement de nouveaux airs comme ça, que j'imagine ils jouent moins si vous-même vous l'aviez découvert? Ah oui, ils ont vraiment le goût et le sens de la découverte, parce que c'est vrai que dans beaucoup de concerts maintenant, on joue toujours un petit peu les mêmes œuvres, il faut le dire, même les grands orchestres. Bien sûr. Et ils adorent les choses nouvelles, les choses du XXe siècle, voire du XXIe. Et d'ailleurs, dans la saison, j'ai mêlé beaucoup de choses plutôt connues à des choses qu'ils sont moins, comme des œuvres d'Ernest Chausson du début du XXe, de Jean Français, compositeur du Mans, né en 1912, de Darius Milhaud, du fameux groupe des Six, et puis tout ça mêlé à des compositeurs peut-être plus joués. Mais les musiciens adorent les choses nouvelles, oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'après, pour le spectateur, de se dire, voilà, c'est du Vivaldi, du Massenet, du Mozart, ça peut donner une petite accroche pour se rassurer. On va aussi découvrir le pianiste Gabriel Tempero au milieu de tout ça. Voilà. Oui, c'est bizarre, hein, dans un concert qui s'appelle Violon virtuose, de faire jouer un jeune pianiste. Mais j'y ai tenu parce que, en fait, bon... C'est un secret de Polichinelle, c'est un ancien élève à moi. Je l'ai beaucoup formé, c'était un gentil élève sans plus. Et puis d'un seul coup, il a découvert qu'en travaillant 2 fois plus, on jouait 4 fois mieux. Qu'en jouant 4 fois mieux, on avait envie de travailler 8 fois plus, et ainsi de suite. C'est la boucle. Et il est passé de gentil élève sans problème à un virtuose. Il a même dépassé le professeur. Et donc, comme... il s'est passé une petite histoire, je l'ai présenté au Conservatoire du Mans, où il a été reçu sur concours, dans un niveau élevé, mais il n'a pas pu y aller, parce que la même année, il a eu et son bac, et son entrée en classe préparatoire, maths sup, maths spé, qui n'était pas prévu. Et il n'a pas 30 heures par jour. Donc, il a été obligé de faire un choix. Il a abandonné la voie royale. Et pour le venger un petit peu, je lui propose son premier concert devant un grand public. Donc, ça va permettre, nous, déjà, de le découvrir. Et puis, lui, d'être en scène devant du public. En fait, je vois, vous essayez peut-être de le récupérer pour la partie musicale, en lui donnant envie de reprendre le piano. J'avais envie de faire quelque chose pour lui, parce qu'il m'avait dit qu'il était vraiment navré de ne pas pouvoir... suivre cette voie royale qu'est le conservatoire, mais il m'avait dit j'aimerais bien jouer devant des copains, des amis, la famille. Alors là je lui ai dit voilà, là c'est pas les copains, la famille ou pas seulement, c'est un vrai public, et j'ai trouvé que c'était un beau challenge comme on dit maintenant pour lui, histoire. Et que voilà, il faut simplement avoir les nerfs et la santé. Voilà. Eh ben, on le découvrira donc ce samedi 11 octobre à la chapelle de l'Oratoire. Vous avez la billetterie sur Hello Asso et vous suivez les concerts de Adoramus. Vous viendrez nous en reparler. Merci à tous les 4 d'être venus nous parler de votre actualité. Et puis nous, on continue tout de suite dans Culturel. Aperçu de la Sarthe, d'architecture et d'urbanisme. On va en parler avec ce plateau. Stefano Bonadonna, bonsoir. Vous êtes chef de projet, paysagiste, concepteur dans l'agence Feuille à Feuille. Céline Levrard-Rouy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du CAUE de la Sarthe. Vous allez nous parler de ce prix Aperçu 72. Véronique Quentin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Neuville-sur-Sarthe. On voit l'image derrière moi dans le lauréate en architecture. Enfin, votre mairie. Nicolas Maurice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte agence A2A. Vous êtes lauréat dans la catégorie patrimoine. Alors Céline Levrard, avant de parler des projets les uns les autres, puisqu'on a trois lauréats qui sont représentés, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'était que ce prix Aperçu de la Sarthe? C'était la 4e édition. Oui, 4e édition. Donc c'est le prix départemental de l'architecture, de l'aménagement et du patrimoine, qui est également soutenu par le conseil départemental, donc organisé par le CAUE, et qui a pour vocation justement de valoriser les différents aménagements qui ont été faits sur les 4 dernières années sur le territoire de la Sarthe, parce qu'on a beaucoup de projets qui sont faits en architecture, en patrimoine, en paysage, en aménagement urbain. Et donc c'est une façon aussi de mettre en avant en fait ce travail-là de
coopératif en fait entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et également de montrer en fait la production de ce qui peut se faire sur le territoire et la valoriser en fait au travers de ces prix. Alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans ces critères-là, moins de 4 ans depuis la réalisation du projet, avec un intérêt évidemment par rapport à tout ce que vous avez cité, qui présentent un dossier pour concourir? Oui, tout à fait. Donc, on avait lancé en début d'année 2025 le prix. Ils avaient jusqu'au mois de avril, les délais sont loin, pour présenter ce prix, avec des critères aussi. On avait quand même mis des critères, notamment sur le génie du lieu, ce qu'on appelle la façon dont le projet s'est inséré dans le site, en tenant compte de la topographie, de la végétation, etc. Sur la notion aussi d'habitabilité, le fait de prendre en compte aussi les usagers, la façon dont on peut vivre dans le projet, le bien-être en fait des habitants et des usagers par rapport au projet, et puis tout ce qui était aussi qualité environnementale par rapport notamment aux problématiques de réchauffement climatique. Donc c'est des critères aussi qui ont permis aux jurys qui se sont réunis en juin pour analyser en tous les cas les différents projets. On a reçu 35 dossiers au total, et puis pour du coup choisir des lauréats et des mentionnés, mais également donc voilà en l'occurrence les lauréats. Voilà. Alors on peut commencer avec vous, Stefano Bonadonna. Vous avez travaillé sur la place Albert Lhuissier à Connerré. C'est ça. C'est un projet qui date, je veux dire, que de 2024, donc vous étiez dans les clous à ce niveau-là. Le travail là de paysagisme, de conception autour d'une place, il y a évidemment l'esthétique, c'est ce qu'on voit nous en premier novice quand on se balade dans la ville, mais sur une place, j'imagine que les problématiques, elles sont aussi environnementales, elles sont aussi de gérer les flux de circulation, enfin bref, elles sont largement au-delà de l'aspect esthétique. Oui, c'est ça. Nous avons déjà créé un îlot de chaleur sur un lieu où il y avait déjà un aménagement. C'était un parking un peu chaotique, mais il y avait des beaux arbres. On a décidé, avec la mairie, les services, de faire de cet îlot un square où l'usage, ce serait privilégier les piétons. Et aussi insérer des pistes cyclables sur un schéma de la ville qui est à venir, mais que le premier, disons que ça amorce ce schéma. Et puis l'idée, c'est de ne pas complètement effacer la possibilité de stationner. Il y a des stationnements, mais sont devenus des stationnements en zone bleue qui fonctionnent très bien, où au lieu de sédentariser les voitures, on permet seulement de stationner en zone bleue pour aller au service, la pharmacie, la banque, etc. Et c'est surtout un projet qui était techniquement, il y a un travail sur le nivellement, parce que ces arbres étaient un peu surélevés et il y avait des trottoirs donc dans les façades qui donnaient sur la place. Donc l'idée, c'est de créer un caniveau central qui unit les deux parties de la place, parce qu'il y a une autre partie de la place, qui est la place de la République, qui est en perspective. Donc l'idée, c'est de faire un projet qui a un devenir aussi, donc qui n'est pas seulement un aménagement du présent, mais aussi peut-être du futur, et créer aussi, utiliser beaucoup de matériaux clairs et beaucoup de végétation justement pour avoir perméabilité des sols et de fraîcheur. Et voilà. Donc, et ça, c'est aussi important dans des villes comme Conneré, c'est de s'inscrire à la fois dans l'existant, puisque il y a déjà des constructions, il y a déjà des habitudes, comme les services sur lesquels on vient et on a besoin de se stationner pour un moment, mais voilà, d'inviter les habitants, j'imagine, à faire un petit pas de côté, à le vivre un petit peu différemment et favoriser cette rencontre et ce respect de l'environnement. Oui, il y a on a maintenu beaucoup de places de stationnement. Il y a d'ailleurs le marché aussi qui continue à exister sur la place. Donc les usages ont légèrement changé, mais c'est vrai que c'est important aussi de mettre la place, de donner de la place à la végétation, aux arbres, même dans les bourgs ruraux. Parce qu'on y pense peut-être un peu en ville aussi, dans les grandes villes, mais c'est nécessaire un peu partout. Donc l'idée, je trouve, c'est d'avoir cette réflexion, non seulement au Mans, par exemple, mais aussi l'avoir à Conneré.
Tout à fait. Alors justement, d'avoir ces différents matériaux et ces différentes ouvertures, Véronique Quentin, on le voit derrière moi, la mairie de Neuville-sur-Sarthe justement joue sur... Enfin, pas que ça, sur ces espaces et ces matériaux, et a fait peau neuve en s'inspirant aussi du patrimoine existant. Tout à fait, parce que c'était un vrai challenge pour la commune de Neuville de réhabiliter et d'étendre sa mairie, qui est en... Bon, là, on ne s'en rend pas compte dans la photo, mais qui est vraiment au cœur du village. Et vous savez que c'est un marqueur fort pour les habitants et pour les visiteurs de pouvoir... Le bâtiment ancien qu'on aperçoit a été retourné, puisque l'entrée se faisait de l'autre côté. Et là où vous voyez le parvis s'épanouir, en fait, il y avait un certain nombre de bâtis anciens qui ont pu être achetés, démolis. Et l'objectif, comme vous le dites, c'est effectivement d'avoir un urbanisme, ce qu'on appelle une architecture durable, qui puisse s'appuyer sur le bâti ancien, mais qui puisse aussi faire écho aux matériaux nouveaux. Et puis, vous le disiez, effectivement, qu'il y a aussi, on voit à côté de cette coursive, un jardin humide qui est complètement alimenté et nourri par la pluie qui tombe sur les toitures qui tombent directement, plus une toiture biodiverse sur l'extension. Donc, c'était effectivement donner une qualité architecturale dont les habitants et les visiteurs pourraient être fiers, tout en étant modeste, durable et qui correspondent aux objectifs d'aujourd'hui. Et voilà, on y a associé la brique, il y a les enduits anciens, les ardoises et puis aussi le bois, voilà, qui vient un petit peu harmoniser et retrouver, parce qu'effectivement, dans la périphérie de ce qui se passe en architecture autour de ce bâtiment, on retrouve l'ensemble de ces matériaux. Donc, à la fois s'inscrire dans l'avenir, mais ne pas insulter le passé, et effectivement être en harmonie dans un village de 2500 habitants. Oui, et puis le résultat est plutôt réussi. J'imagine que les habitants sont fiers de cette nouvelle mairie qui a belle allure, on va dire. Les habitants sont très fiers parce qu'en plus, vous le disiez, les liaisons, en fait, ce qu'on ne voit pas non plus sur la photo, c'est que derrière cette extension, il y a une liaison douce. C'était l'aboutissement d'une liaison douce qui permet de totalement traverser le village et effectivement d'alimenter les différents services, l'école, le restaurant scolaire, la maison des loisirs, la salle polyvalente. Et puis, voilà, c'est un confort aussi pour les agents qui travaillent au sein de la mairie. En fait, quand on rénove un bâtiment, on s'aperçoit qu'il y a deux conforts. Bien sûr, la fierté de travailler et de venir fréquenter un bâtiment qui est agréable et qui est agréable à vivre. Et tout ce qui concerne, bien sûr, le climatique, le phonique, voilà, c'est quelque chose qui a été métamorphosé pour une mairie qui était très, très ancienne. Et voilà, ça, je crois que c'est ce qu'on peut rendre grâce aux architectes, mais au CAE, parce que ce projet est l'aboutissement d'une réflexion du CAE qui date de 2004. Oui, vous avez été accompagné dès le départ. Dès 2004, on lance une grande étude exploratoire sur le village avec le CAE qui nous donne des perspectives pour 20 ans. Et voilà, et en 20 ans, on a fait beaucoup de choses. On a fait le choix de terminer par la mairie. Et voilà, mais je crois qu'on pourrait saluer tous les autres projets. Mais en tous les cas, voilà, au cœur du village, c'est vraiment un élément. Et ce prix vient récompenser effectivement tous ceux qui nous ont accompagnés. Bien sûr, le maître d'œuvre, le cabinet Cheval-et-Gentil, mais aussi les élus qui ont qui ont fait des choix. Tout le conseil municipal à mes côtés, parce que je ne suis pas seule. Et en tous les cas, on est effectivement très fiers de cette réussite, parce qu'il y avait aussi un grand espace devant, il ne fallait pas créer de vide, et comment l'habiter, l'occuper sans pour autant le dégrader, voilà. Et il a été inauguré en 2022, donc il commence à avoir un peu d'âge, mais en fait il va durer encore. Et, oui, attention, vous étiez juste, non je rigole, il restait encore un an. Mais ça montre aussi, c'est un parcours, on va dire, un peu remarquable aussi par rapport à la démarche de la collectivité auprès du CAUE et du partage pour travailler ensemble justement et s'inscrire à la fois de manière durable, comme vous le disiez, et aussi par rapport à l'historique de l'ouvrage que vous pouvez bien sûr aller découvrir à Neuville-sur-Sarthe. Alors un peu plus près d'ici, Nicolas Maurice, on ne sera pas passé à côté du bâtiment Fille-Dieu au Mans qui date de 2024. Fin 2024. Fin 2024, voilà, c'est ça. Avec le Mans Habitat, vous en êtes l'architecte, en lauréat patrimoine. Quel était l'enjeu particulier de cet ouvrage ? Alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est la demande du maître d'ouvrage, donc le Mans Métropole Habitat, qui était de faire une rénovation énergétique de l'ensemble des deux bâtiments qui comprennent 81 logements. Mais il fallait aller au-delà d'une simple rénovation énergétique, puisque l'enjeu, il était aussi architectural et urbain.
architectural parce qu'on a un bâtiment qui était très vieillissant, pas si vieux que ça puisque c'était un bâtiment des années 80, début 80, mais qui a assez mal vieilli. Les années 80, on est dans une écriture assez postmoderniste, on appelle ça, donc on voit qu'il y a des frontons sur les parties hautes des façades qui sont vraiment caractéristiques de cette époque-là. Donc l'idée, c'était vraiment de simplifier la lecture des façades. Qu'on ait quelque chose de beaucoup plus moderne, plus contemporain. Donc on a unifié l'ensemble des bâtiments. Avant, on avait plein de couleurs différentes. Et on regarde du vieux-Mans aussi quand même. Il faut dire on a l'enjeu urbain qui est là, puisqu'on est entre la vieille ville, la cité Plantagenet et l'hypercentre. Donc on est vraiment à la frontière des deux. On a beaucoup de liaisons qui se fait entre les deux. On a des bâtiments remarquables, la mairie, tout le Vieux-Mans, la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. On a l'hôtel Coindon qui est au milieu de cet ensemble-là, qui est un bâtiment classé. Donc voilà, on a vraiment... Et on a travaillé avec toutes ces données et les teintes que vous pouvez voir sur l'ensemble des bâtiments. On a pris en fait des échantillons qu'on retrouve dans la rue Rostov-sur-le-Don, sur la collégiale, sur le musée Plantagenet, sur l'école des Beaux-Arts qui est également juste en face. Et on retrouve ça dans l'ensemble du bâtiment. D'où la notion de patrimoine, enfin de lauréat patrimoine. Alors c'est vrai qu'on voit là 3 exemples très différents au niveau à la fois des enjeux et des réalisations. Alors on pourrait en parler pendant des heures, je vois le chrono qui passe. Il y a eu aussi des mentions sur des lieux d'activité, la notion de ruralité. Enfin, on peut retrouver tous ces ouvrages qui sont documentés sur le site aperçu72.fr. Et puis je voulais juste quand même qu'on parle du prix du public, puisqu'il y a eu quand même plus de 3500 votants, et le prix du public a été attribué à une serre d'hivernage, qui est un bâtiment particulier. Oui, particulier, donc maître d'ouvrage particulier, et c'est l'agence Far West qui a réalisé cette architecture. Donc effectivement, le public a pu voter pendant un mois, tout le mois d'été, en tous les cas de mi-juillet à mi-août. Donc ça permet aussi de sensibiliser le public en fait, et puis aussi de faire en sorte qu'ils s'investissent dans ce prix, qu'ils aient une voix aussi en fait pour choisir leur prix. Et je vous invite vraiment à aller consulter le site internet, parce que moi j'ai découvert plein d'endroits. C'est une manière aussi de se faire voyager et puis de découvrir le travail des uns des autres. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée de ce qu'est l'architecture, le paysagisme, l'urbanisme, etc. Mais c'est très bien expliqué sur le site internet. Vous allez pouvoir voir tous les autres lauréats. Malheureusement, on ne peut pas tous les présenter ce soir. En tout cas, merci à tous les 4 d'être venus nous donner un petit aperçu, sans mauvais jeu de mots, de ces projets architecturaux. Et puis nous, on reprend les spectacles tout de suite dans Culturel. Dans un instant, on va parler des festins lyriques dont on pourra profiter ce samedi 11 octobre. Philippe Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des festins lyriques, vous allez nous en parler dans un instant. Fanny Pira, bonsoir. Bonsoir. Maire adjointe élue à la culture et à la communication d'Ivry-l'Évêque, vous allez nous parler aussi de votre saison. Mais avant, je me tourne vers Christophe Lorca, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'espace culturel L'Éolienne. Et vous venez justement pour parler de cette nouvelle saison, oui. Avec plus de 20 spectacles, donc une bonne grosse saison. Oui, c'est clair, sacrée saison. Avec une nouvelle identité, en plus un site internet qui a fait peau neuve. Alors peut-être justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Éolienne, nous présenter ce lieu et cette proposition artistique. Bien sûr. Eh bien, l'Éolienne, c'est vrai que c'est une salle qui gagne à être plus connue. C'est l'un des plus grands plateaux artistiques de Sarthe. C'est le 3e plus grand plateau du Mans Métropole. Une salle avec 500 places assises et qui peut aller jusqu'à 900, 1200 places debout en concert. Et on a la chance, en effet, d'avoir une salle qui va accueillir 21 spectacles pour la saison 25-26. Donc c'est assez extraordinaire, dont de très très grands spectacles quand on est sur les plateaux parisiens. Donc on a beaucoup de chance d'avoir cette salle à Arnage, au Mans Métropole.
Alors, c'est tout type de spectacle. On a des grands noms comme Anne Roumanoff qui sera là en novembre, des grands spectacles de théâtre et puis des propositions un petit peu plus intimistes ou un petit peu moins connues. L'idée, c'est justement, je le disais, il y en a pour tous les goûts et tous les âges aussi. On peut venir en famille, on peut évidemment profiter d'un spectacle qui fait une tournée nationale. C'est de mixer un peu tous ces genres. C'est ça, exactement. Il y a des spectacles que je vais chercher, je pense comme peut-être Fanny ici, que je vais chercher à Avignon ou à Laval au Festival du Chaînon Manquant ou à Paris. L'idée, c'est d'aller chercher un peu des spectacles qui se font partout, mais aussi de faire travailler des compagnies locales et parfois aussi de dénicher, entre guillemets, des artistes qui demanderaient à être plus connus et qui sont encore méconnus du grand public. C'est le cas, par exemple, de Hugo Bariol, qui vient chez nous le 28 novembre. J'ai mon anti-sèche, j'avais un doute. Voilà. La folk française. Exactement, pop, folk, et qui travaille beaucoup entre Paris et Londres. On a beaucoup de chance de l'avoir là. Et puis en effet, il y a des grandes figures comme Anne Roumanoff qui viendra le 14 novembre ou Alexis Michalik avec Le Porteur d'Histoire, qui est un spectacle presque qu'on ne présenterait plus. Un peu le Titanic du théâtre français. C'est un spectacle qu'on voit, qu'on revoit, enfin voilà, qui a beaucoup tourné mais qu'on n'a pas encore eu en Sarthe, donc on a beaucoup de chance aussi de l'avoir. Et en effet, vous parlez d'une nouvelle identité. L'Éolienne a fait peau neuve avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, avec un site internet. Il n'y en avait pas jusque-là, on passait par le site de la ville. Et avec aussi une subvention de la ville. Donc les élus ont remis l'éolienne à l'honneur, une subvention qui a été revisitée dans le bon sens, qui nous permet donc d'étoffer la saison 25-26. Ça, c'est important de le souligner parce que c'est parfois un peu trop rare de nos jours. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur perso quand je regarde les programmations. Le Petit Détournement, c'est le 21 novembre. C'est du doublage de cinéma. Il y a plusieurs spectacles qui utilisent cette technique-là. Je trouve que c'est super chouette parce que justement, ça mélange plein d'arts avec l'image, le son, le texte. Enfin, tout peut être réinventé à partir de l'existant. Donc, on joue du patrimoine et de l'histoire. Je trouve que c'est le type de spectacle à voir en famille qui est vraiment extraordinaire. Exactement, ça s'adresse à tout le monde. C'est la compagnie La Poule qui travaille beaucoup sur Nantes et ils doublent en fait en direct au plateau des extraits de séries ou de films. Donc c'est très très drôle en effet. Donc le titre Le Petit Détournement est inspiré de ce qu'on a pu voir sur YouTube notamment, Le Grand Détournement, où on avait comme ça des extraits doublés. Exactement. Et puis vous avez un spectacle, vous pourrez revenir en parler, mais le 12 décembre, Smile, qui est inspiré de l'univers de Charlie Chaplin et qui est un spectacle tout en noir et blanc. Et alors, on parle bien de spectacle vivant. C'est bien, c'est ça. C'est du spectacle vivant. C'est pas un film, mais on a l'impression d'être dans un film. On est dans l'univers de Charlie Chaplin. On est en fait au tout début de la carrière de Charlie Chaplin. Comment Charlie Chaplin est devenu Charlie Chaplin. Et en fait, tout a commencé avec une histoire d'amour. Et c'est ce qu'on découvre là, une histoire d'amour qui s'est très mal passée, mais c'est très drôle, rassurez-vous. Et en effet, tout est en noir et blanc. Toute la scénographie, la mise en scène, les costumes, les maquillages. Donc c'est bluffant, c'est saisissant. C'est une esthétique particulière à découvrir. Et à la fin, la couleur revient. Je ne dis pas comment. N'en dites pas plus. En tout cas, maintenant, ce qui est important, on peut évidemment se procurer votre brochure, mais on va sur le site de l'Éolienne et on voit justement tous les spectacles qui sont proposés. On peut prendre ses places et vous avez aussi une carte d'abonnement. Ça, c'est une nouveauté qui permet de faire des économies pour venir voir plus de spectacles. Donc, je vous invite à prendre vos agendas et à aller consulter les sites des saisons comme ça parce qu'il y a toujours des dates qui partent un peu plus vite que d'autres, etc. Donc, même si vous avez une belle jauge, l'idée, c'est d'ores et déjà de prendre rendez-vous à Arnage, à l'Éolienne et venir découvrir ou redécouvrir cet espace. Exactement, merci beaucoup. Sans transition, ce samedi 11 octobre, à Château-des-Aulnay, à Torcy-en-Vallée, Philippe Ménard, on pourra écouter de magnifiques voix avec Festin lyrique. C'est un après-midi lyrique. Voilà, les Festins lyriques, c'est une association qui a été créée par deux artistes très connus, Mireille Delinche et Eric Huchet, qui avaient envie de partager leur art et de partager avec les gens de la campagne, parce que l'opéra c'est plutôt un art
art de ville est plutôt assez élitiste. Et là, on essaie à travers des actions avec les écoles et puis aussi des concerts dans les églises. On en fait peu, mais parce qu'on a un peu de difficultés. Mais là, on organise dans un nouveau lieu parce que Eric et Mireille ont un magnifique maison avec un moulin et un petit château. D'habitude, on fait ça dans le château, mais cette fois-ci, on a aménagé une grande grange qui va pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Et donc, c'est un nouveau lieu. Voilà. Alors, un nouveau lieu à découvrir avec Mireille Delinge qui sera à 14h30. Voilà. Un petit goûter, parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Samedi après-midi, il faut se mettre dans de bonnes conditions. Et puis, Pierre Genet, qui a été un élève et qui est baryton, et qui va nous proposer un autre concert à 17h. Donc, on va vraiment avoir deux voix. Une voix masculine, une voix féminine. Voilà. Ça va être un bel exemple de tout ce qu'on peut faire en opéra. Donc, on va entendre du Clara Schumann, de l'Alma Mahler, du Debussy, l'Offenbach et bien d'autres corps. Donc vraiment à découvrir. Et puis évidemment, c'est à Torcy-en-Vallée, mais c'est sur un lieu privé, mais c'est ouvert à tous. Bien sûr, c'est ouvert à tous, aucun problème. On peut se garer facilement. C'est un très très bel endroit. Donc, je ne sais pas s'il fera beau, mais en tout cas, c'est une belle proposition. On est à l'abri, on a bien aménagé la grange. Voilà. Donc, on sera au chaud. Et on a prévu le goûter, on a prévu le lieu, et en plus, on a deux belles voix. Et c'est vrai que Mireille Delinge, si vous ne l'avez pas eu l'occasion de l'entendre, c'est une belle occasion. Exceptionnelle à découvrir ou à redécouvrir. Donc, le premier concert est à 14h30 ce samedi 11 octobre. Vous pouvez suivre les festins lyriques, et puis c'est rendez-vous au château des Aulnay à Torcy-en-Vallée. J'ai tout dit. Je me tourne maintenant vers vous, Fanny Pirat, donc élue à la culture à Ivray-l'Évêque, avec une belle saison aussi, assez riche. Alors ce week-end, c'est Ivray-en-Brique. Oui, tout à fait. Alors déjà la 6e édition, donc c'est un week-end évidemment où là on peut venir en famille découvrir des constructions incroyables. Au Lego. Voilà, en briques. Exactement, ouais. Donc c'est un rendez-vous familial et puis qui permet aussi de reprendre un peu ses marques, de récupérer une brochure, pourquoi pas. Ouais, alors c'est pas porté par la collectivité, c'est une association d'une école de la commune qui propose cet événement pour financer les activités pour les enfants, les séjours, les voyages, etc. Mais c'est devenu un événement incontournable. Parce que je crois que l'année dernière, ils ont accueilli entre 5 et 6 000 personnes. C'était énorme. Ils ne s'y attendaient pas à avoir autant de succès. Et donc, là, ils sont sur une belle lancée et on est ravis pour eux. C'est vrai que la petite brique a le vent en poupe. Alors, le 16 octobre, j'en parle, mais je sais qu'il reste peu de place. Le collectif Grand Maximum, avec ces gens qui vivent trop près de moi. Alors, le collectif Grand Maximum, qu'on connaît bien en Sarthe. L'idée, là aussi, c'est d'accueillir des compagnies du territoire. Local, oui. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas comme à l'Éolienne, on n'a pas une salle vraiment dédiée au spectacle, c'est une salle polyvalente. On n'a pas les mêmes moyens, ni financiers, ni techniques. Donc, effectivement, on n'a pas... sur nos choix de programmation, on essaye de faire du local et surtout de créer des partenariats pour pouvoir proposer justement des choses que la collectivité ne pourrait pas se permettre en termes de budget. Et là, cette année, je tiens à saluer ma collègue Manon Arras, qui est responsable du service culturel, qui a fait vraiment beaucoup de choses pour redynamiser la culture sur la commune. Alors, pour les vacances, le 18 octobre, il y aura Histoire d'hiver, c'est à partir de 4 ans. Il y a des spectacles qui sont fléchés comme ça pour le jeune public, voire là, les tout petits. Et puis, en novembre, la compagnie Fais pas ci, fais pas ça, qui là aussi est une compagnie locale bien connue. Donc, l'idée, c'est de proposer aussi des spectacles pour les plus jeunes, pour les familles, et puis de pouvoir avoir ces temps de partage à Ivray. Ouais. Et alors, le jeune public, on a décidé que c'était plutôt la médiathèque qui les portait parce qu'ils sont vraiment en contact des enfants régulièrement. Ils accueillent les classes des écoles d'Ivray, la crèche, etc. Souvent, il y a des liens en plus avec les ouvrages. Ouais. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc, c'est la médiathèque qui propose les programmations vraiment jeune public sur la commune. Il y a des cabarets, on va retrouver Polo pour l'humour, il va y avoir des matchs d'impro, un partenariat avec Comédie Le Mans aussi. Donc la première, c'est vraiment de faire tourner les compagnies et les autres structures qui sont sur le territoire en partageant et en faisant connaître finalement ces spectacles au plus grand nombre. Exactement, donc là on a le partenariat avec le Comédie Club qui se met en place pour cette saison, donc on va voir ce que ça va donner. On est aussi partenaire avec Le Mans Cité Chanson, on est partenaire avec le pôle national du cirque, la Cité du cirque.
On est devenu partenaire avec la ville du Mans pour une soirée guinguette qui a eu lieu en fin de saison là, de cette année. Et on réitère l'année prochaine. Voilà, et après avec des associations du territoire, donc il y a Adamada en l'occurrence qui propose son bal folk, où la commune est partenaire plutôt financier puis mise à disposition de salles, mais voilà, il y a tout un intérêt à ce que ça fonctionne tous ensemble en fait, et ça c'est vraiment super. Et puis bien sûr, on n'est pas obligé d'habiter Ivry-l'Évêque pour venir voir ce spectacle, on peut en profiter, c'est ça le lien. Et puis il y a des spectacles ou des compagnies qui sont communes justement à plusieurs structures, et ça permet de faire le pont, et puis peut-être parfois des gens qui sont un petit peu plus timides encore d'aller dans des grandes salles, de commencer dans la salle près de chez eux, puis de découvrir que finalement le spectacle vivant, ça vaut le coup, ou à Torcy-en-Vallée dans une grange, et puis de se découvrir une passion pour les grandes voix d'opéra, et après de faire son chemin parmi la programmation qui est proposée. Et je le dis chaque semaine, il y a ce qu'il faut en Sarthe, vous n'êtes pas là par hasard, vous pouvez faire des sorties culturelles tous les week-ends, quels que soient vos goûts, votre âge, la famille, il y a des choses qui vous sont proposées. Donc je vous répète, l'éolienne à Arnage, vous allez voir toute la programmation. À Ivry-l'Évêque sur le site de la ville, et les festins lyriques, vous continuez à les suivre à Torcy-en-Vallée, là avec ce nouveau lieu ce samedi 11 octobre. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette actualité sur le plateau, et nous on se retrouve même heure la semaine prochaine dans Culturel.